Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs d'abord de m'avoir invité et aussi en particulier Arnaud Coez de m'avoir convié à parler en binôme avec Christian Renard, avec qui on échange déjà de longue date sur différents projets et thématiques. Je voulais peut-être réagir avant de commencer à ce qui vient d'être présenté. Je crois qu'on est en réelle perdition en termes de spécialité ORL. Un bon nombre de patients sont suivis par un ORL de secteur qui a peut-être un peu décroché des nouveautés et des notions, princeps de tout ce qui concerne l'audiologie. Et je dois dire que je suis relativement inquiète. Je pense qu'on ne peut pas se passer de la clinique médicale ORL et audiophonologique médicale et de la clinique génétique avec un souci d'expertise et notamment quand on est en train de faire un diagnostic. Une annonce diagnostique, ça s'apprend. C'est des années d'apprentissage pour encadrer au mieux les patients et les familles. On est également tenu de faire l'ensemble de l'histoire du patient et de sa famille. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc effectivement, rechercher des troubles auditifs collatéraux, c'est un élément très important. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on puisse continuer à travailler la main dans la main entre audioprothésistes, audiologistes, si tant est que le terme se modifie, et les médecins ORL, parce qu'il ne suffit pas de faire les examens d'exploration, mais il faut avoir une vue un peu globale du patient et dans son terme médical. Bon, je close ce sujet, on pourrait vaste débat depuis des années. En ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, je voulais commencer par quelques questions, et puis on va donc deux éléments de questions. Vous pouvez scanner le QR code pour pouvoir répondre au QCM. Donc, quels sont les prérequis avant appareillage auditif? Et on a plusieurs bonnes réponses. Un examen ORL, une audiométrie tonale et vocale validée par l'ORL, une prescription médicale sur ordonnance bizone, une prescription médicale datant de moins de 10 jours, un accord préalable de la sécurité sociale. Bon, on va terminer le vote. Alors, les deux premières réponses sont les bonnes. Oui, il faut à ce jour, et c'est inscrit dans la réglementation, il faut qu'un ORL ait réalisé un examen, réalisé un bilan d'audiométrie, et c'est lui, l'ORL, qui va prescrire l'appareillage. L'appareillage n'est pas obligatoirement sur une ordonnance bizone, qui est une ordonnance de prise en charge à 100%. Et la prescription médicale n'a pas à être extrêmement récente, donc si dans les 3 mois qui précèdent le temps d'appareillage. L'accord préalable de la sécurité sociale, non. On va faire cette demande, notamment chez l'enfant, mais elle peut se faire en parallèle. La suivante. Donc, dans quel cas, chez l'enfant, le remboursement de la sécurité sociale est possible pour les prothèses? Surdité de perception bilatérale sévère, surdité unilatérale, surdité avec neuropathie auditive, trouble du traitement auditif, surdité psychogène. On va arrêter le vote.
Donc oui, surdité bilatérale, moyenne, légère, moyenne, sévère, profonde. Surdité unilatérale, oui, également. Surdité avec neuropathie auditive, également. Troubles du traitement auditif, aussi, encore faut-il avoir fait un diagnostic précis et avoir une recommandation, donc un dossier qui soit bien complet avant la prescription par l'ORL. Et surdité psychogène, on ne parle pas chez l'enfant de simulation, on parle de surdité avec troubles psychopathologiques qui ne sont pas des surdités en fait. Donc là, non, ce n'est pas une indication d'appareillage auditif, même si parfois des patients nous viennent pour un deuxième avis et qui sont déjà appareillés alors qu'ils n'ont pas de troubles auditifs. Mais on va en parler. Donc je n'ai dans ce cadre de cet exposé aucun conflit d'intérêt à déclarer. Du côté de l'ORL, et ça c'est un élément important, les étapes clés sont de confirmer le trouble auditif. Et aujourd'hui, même si un certain nombre d'ORL travaillent en partenariat avec des audioprothésistes qui permettent de réaliser un certain nombre de tests, c'est quand même la responsabilité de l'ORL de confirmer le trouble auditif et se donner les moyens de confirmer le trouble. Si on a des doutes, l'idée c'est d'aller jusqu'à des explorations électrophysiologiques pour pouvoir avancer dans un diagnostic précis. Affirmer donc la surdité, affirmer son degré, définir les projets de réhabilitation avec le patient et mettre en œuvre les tâches administratives pour que la prise en charge du patient soit optimale. La tâche aussi de l'ORL est de revoir le patient avec son appareil pour vérifier les déficiences et en partenariat avec le rendu de l'audioprothésiste, donc dans le cas d'un échange avec l'audioprothésiste et pour mettre en œuvre des ajustements le cas échéant. Chez l'enfant, comme chez l'adulte, on va dire, mais chez l'enfant, quelle surdité appareiller, quand appareiller? On va dire, dans la mesure du possible, on va tenter aujourd'hui d'appareiller tous les troubles auditifs qui vont retentir sur le développement de la parole et du langage, dès que les seuils sont confirmés et en tenant compte des particularités auditives. Chez l'enfant en particulier, ça va se faire dès que possible et surtout dans le cadre d'un post-dépistage, on va se donner le temps d'être certain du diagnostic. Et évidemment, le temps est plus long dans le cas d'une surdité légère à moyenne pour confirmer ce diagnostic dans les premiers mois de vie chez le nourrisson, par exemple. Mais dès que le diagnostic est affirmé, on va proposer cette réhabilitation. C'est également inscrit dans la recommandation haute autorité de santé, la prise en charge des enfants de 0 à 6 ans. Les parents ont le choix d'appareiller ou de développer une langue signée pour l'enfant. Dans ce cas de figure, s'ils sont dans la deuxième éventualité, il n'y aura pas de proposition d'appareillage auditif. Le but, c'est de construire pour un nourrisson ou de restaurer pour un plus grand une audition dans toutes ses capacités auditives et on est très exigeant, on peut être très ambitieux aujourd'hui pour restaurer toutes les dimensions de l'audition. On en a parlé tout à l'heure. Dans le cas de la prescription, on va tenir compte de tous les facteurs, de l'ergonomie, du contexte anatomique. Donc l'important pour l'ORL de donner les informations sur l'état du conduit, les allergies possibles, les particularités de l'aspect tympanique, etc. Pour que et des particularités médicales, par exemple un patient qui est basse vision ou qui potentiellement peut avoir des petits troubles de la mobilité, bon, on va adapter aussi l'appareillage aux capacités du patient. Le contexte familial, il va falloir plus ou moins encadrer les familles pour les aider à obtenir un appareillage de bonne qualité ou chez un adulte et s'il y a des petites difficultés d'organisation ou des difficultés financières, de soutenir au mieux ce projet. Probablement pas dans un premier temps, mais en tout cas chez l'enfant, on va discuter des accessoires. Chez l'adulte, ces accessoires peuvent également être discutés en fonction de l'ergonomie et des besoins du patient pour son quotidien. La difficulté, elle n'est pas, dans la majorité des cas, les cas sont simples. Là où ça va être en difficulté, et les cas qui nous ont été discutés tout à l'heure montrent qu'à la frange des cas plus standards, on va avoir les très jeunes enfants, les sujets très âgés. La période de transition adolescente n'est pas non plus forcément facile pour démarrer un appareillage.
des patients qui ont des profils audiologiques très spécifiques pour lesquels les choses ne sont pas cohérentes. L'idée, c'est d'être en rediscussion ou en discussion entre le professionnel de l'appareillage et le professionnel qui va avoir prescrit l'appareillage pour être sûr que les choses soient cohérentes. En fait, tant qu'on ne comprend pas ce qui se passe, il faut poursuivre les explorations. Autres difficultés, ce peuvent être des difficultés otologiques avec des problématiques de port de l'appareil pour lequel on va rediscuter des modalités de l'appareillage elle-même pour des raisons anatomiques et discuter des alternatives éventuellement chirurgicales. On a d'autres cas complexes et particuliers. Les surdités évolutives ou fluctuantes peuvent entraîner des difficultés d'adaptation de l'appareillage. Et là, on a aussi une discussion à avoir avec nos collègues, avec les audioprothésistes et avec le patient. Difficile aussi l'appareillage des surdités unilatérales complètes et des surdités légères où on est aujourd'hui confronté éventuellement à un port d'appareil, un appareillage qui peut être inconfortable. Autre difficulté, c'est la limite de l'appareillage. On voit arriver parfois des patients un petit peu tard à la candidature de l'implant cochléaire parce qu'on s'est un peu fourvoyé sur les seuils obtenus avec l'appareillage. On va considérer les seuils en tonal, et aujourd'hui c'est le degré d'audibilité, la qualité de la réception de la parole qui va guider l'appareillage, et lorsqu'il y a notamment des zones mortes ou des zones cochléaires non fonctionnelles de façon très large, c'est vraiment là qu'on peut se poser la question d'une implantation cochléaire. Donc c'est vraiment un ping-pong entre le prothésiste et l'ORL prescripteur, et ou entre le prothésiste et le centre d'implantation, parce que l'ORL prescripteur peut ne pas forcément avoir cette dynamique directement. Donc l'idée de travail en réseau de professionnels est particulièrement important. En ce qui concerne les neuropathies auditives, c'est vraiment un chapitre à part. L'appareillage est très spécifique pour ces patients-là, et on a des cas de figure extrêmement variés entre un patient bien amélioré avec un appareillage auditif et un patient qui a sur le papier une surdité moyenne et qui va ne pas tirer bénéfice d'un appareillage auditif. Et là aussi, l'implantation cochléaire peut se discuter. Enfin, les troubles du traitement auditif peuvent nécessiter, en fonction des tests réalisés et de la gêne ressentie dans les milieux bruyants, d'une amplification légère et tout à fait spécifique à ces pathologies, avec un support par système FM pour la classe. Voilà, donc en ce qui concerne le contrôle, c'est dans les semaines qui suivent, il faut revoir le patient, le retester sans et avec appareillage auditif, évaluer la satisfaction du patient, des parents, le ressenti de la famille pour la pédiatrie, et les évaluations des différents tests dans le silence, dans le bruit, selon les configurations. Le datalogue nous donne beaucoup d'informations, parce que ça, vraiment, pour savoir s'il y a un service rendu, c'est quand même un très bon médium, un très bon moyen de savoir. Et bien sûr, on va surveiller à plus long terme l'efficacité, notamment chez l'enfant, sur l'évolution, l'insertion sociale, scolaire et linguistique. On va vérifier si jamais il y a une intolérance au port de l'appareil. La question, c'est est-ce que c'est une intolérance locale, cutanée? Est-ce qu'il y a une erreur sur le diagnostic? Est-ce qu'on s'est trompé dans les seuils? Est-ce qu'il y a une difficulté au diagnostic? Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose? Quelle est l'étiologie? Est-ce que cette étiologie va impacter? Est-ce qu'il y a une malformation d'oreille interne, par exemple, qui va entraîner des fluctuations à minima des troubles auditifs? Est-ce qu'il y a des résistances psychologiques? Est-ce que l'environnement familial ou social n'est pas porteur? Et éventuellement demander un avis à psychologue ou orthophoniste pour évaluer plus finement le service rendu. En tout cas, le dialogue pluridisciplinaire, incluant certainement tous les acteurs et notamment l'audioprothésiste, est particulièrement important à notre sens. Voilà. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe de Necker et d'audiophonologie, orthophonistes et psychologues, assistantes sociales qui travaillent avec nous pour la prise en charge optimale des patients. Et je vais passer la parole à Christian.
Et donc, dans la continuité de l'intervention du Dr London, et ce sera assez redondant d'ailleurs avec des éléments vus ce matin avec le Dr Lazare et Arnaud Coez, faire un focus assez rapide pour respecter le temps sur le rôle pour nous audioprothésistes dans ce travail-là et dans le travail complémentaire qui est fait par différents acteurs. Ce qui est important, je pense, en première instance, pour toute la prise en charge des patients, on va recueillir les éléments du bilan ORL préalable et c'est d'analyser, je pense, ces éléments-là avant même de commencer la prise en charge, idéale même de les recevoir avant, notamment en pédiatrie, ou dans des cas complexes, dans des surdités difficiles, pour des patients avec des troubles cognitifs, pour des patients acouphéniques, etc. Il y a ces populations-là, pour préparer le rendez-vous, même la durée du rendez-vous qu'on va faire, les investigations, la façon dont on va mener le rendez-vous, l'idéal est même de recevoir en amont l'ensemble des éléments pour les interpréter. Donc c'est beaucoup plus facile que d'avoir un patient ou une famille de patients qui vient et qui nous sort des éléments importants. Et c'est la responsabilité pour nous aussi de recueillir ça auprès du médecin. Il n'y a rien de pire pour les audioprothésistes que de recevoir un patient avec simplement une prescription, un bon pour un essai d'appareillage auditif sans avoir ces données-là du médecin. Et ces données, il faut les avoir en tête, il faut les étudier et il faut les confronter ensuite aux résultats de notre bilan d'orientation, notre anamnèse, notre bilan tonal, vocal, les investigations prothétiques qu'on fait. Et bien, il faut que on puisse confronter les éléments que l'ORL nous a donnés à ce que nous, on recueille lors du bilan d'orientation. Et il y a deux possibilités, soit c'est très concordant, soit tout est cohérent, et soit on a les éléments qui nous permettent d'appareiller, d'avoir une stratégie prothétique adaptée à la situation. On est en maîtrise de ce qu'on va faire. Soit, et c'est logique que malheureusement dans certains cas, dans certaines situations, il y ait des discordances dans notre bilan, dans notre bilan entre des épreuves tonales, vocales, une impression clinique, ou dans les éléments de notre bilan, et ce que nous a donné le médecin ORL prescripteur. Dans tous ces cas-là, je pense qu'il ne faut pas s'engager sur l'appareillage, il faut reprendre contact, échanger avec le médecin prescripteur pour comprendre les discordances et réorienter, ce n'est pas notre responsabilité de le faire, c'est celle du médecin. Nous, on est audioprothésistes, réorienter dans une discussion avec le médecin pour que lui prenne des décisions d'examen complémentaire, d'investigation complémentaire, d'avis complémentaires, pour qu'on puisse être en situation favorable pour appareiller. Et ces situations justement de difficultés potentielles, de discordance, d'incohérence, elles sont logiquement retrouvées parfois dans des situations en pédiatrie, dans des surdités complexes. On en a vu depuis ce matin, chez les patients acouphéniques, il nous arrive d'avoir des patients qui sont orientés pour un essai d'appareillage sur un patient acouphénique, et on sent que ce n'est pas le moment, il y a d'autres prises en charge potentiellement, on n'est pas à l'aise, il ne faut pas y aller si on n'est pas à l'aise, il faut échanger avec le médecin et discuter. En gériatrie, on en reparlera demain matin, il y a des situations complexes avec des patients avec des niveaux de dépendance élevés, des troubles cognitifs, et on a parfois un peu de difficultés. C'est pareil, il y a d'autres acteurs que le médecin ORL, il y aura le médecin gériatre et d'autres professionnels, il ne faut pas appareiller si on n'a pas les éléments. Je pense qu'on a tous fait ces erreurs là, dans toutes ces situations-là, de regretter après parce qu'on est parti sur une démarche prothétique qu'en fait on ne maîtrise pas bien et on est en difficulté, il faut revoir les éléments et on perd de la confiance de la famille, du patient parce qu'on n'a pas supposé des choses et ne s'est engagé dans la démarche que si on était absolument certain de ça. Après, il y a la responsabilité pour nous et l'obligation légale pour nous de rendre compte auprès du médecin prescripteur dans un compte-rendu au moment de l'appareillage auditif. Et il y a toute une réflexion actuellement et c'est pas si simple que ça. La preuve, c'est que ça fait plus d'1 an et demi, presque 2 ans qu'on est dans l'application du 100% santé et de l'obligation d'un compte-rendu, mais il n'y a toujours pas de compte-rendu normalisé. C'est bien signe que c'est difficile. Il va être différent selon les patients et les situations d'enfants, d'adultes, d'acouphéniques. C'est pas si simple. Est-ce qu'on envoie le compte-rendu dès l'appareillage? On préfère, nous, attendre d'avoir revu le patient pour faire certaines épreuves pour envoyer le compte-rendu. Ce qui est pertinent pour nous n'est pas nécessairement ce qui est pertinent pour le médecin ORL et l'interprétation est différente. Et il faut souligner le travail qui est en cours pour l'adulte. Il y a un groupe de travail et je vous recommande d'aller sur le site de la SFA et parmi les groupes de travail qui sont en général très productifs, qui sont interdisciplinaires, il y a un groupe de travail qui est piloté par le professeur Christophe Vincent justement sur la normalisation d'un compte-rendu audioprothétique et vous pouvez télécharger le compte-rendu standardisé dans sa version actuelle et il est amené en fonction du travail du groupe de travail et de premières analyses qui sont en train d'être faites dans différentes régions, d'essayer de proposer en tout cas un compte-rendu normalisé à minima chez l'adulte. Je vous le montre tel qu'il est dans sa forme, vous voyez, on ne va pas détailler, vous pourrez le retrouver sur le site de la SFA, mais c'est un compte-rendu sur lequel les indications du type d'appareillage, l'audiométrie tonale,
pré- et post-prothétique, de la vocale, d'orientation de contrôle d'efficacité, d'une audiométrie vocale dans le bruit, avec la liberté évidemment du choix du test par l'audioprothésiste, des épreuves de localisation sonore spatiale, un questionnaire, on a intégré ici un COSI, mais ça peut être d'autres questionnaires, un espace libre qui permet d'avoir une partie plus autonome et plus individualisée pour les patients, et en fonction du patient, et des courbes objectives qui peuvent être faites, des courbes de gain, de mesure en coupleur, de mesure in situ, in vivo. Voilà, ça c'est la version actuelle. Ce qui est compliqué, c'est que l'extraction de ces données-là actuellement est difficile. On n'a pas de logiciel, et il y a des situations différentes selon les logiciels métiers qu'on utilise, selon le logiciel IMSA, NOAA, les logiciels industriels, et on est obligé de faire des copier-coller, ça prend du temps et c'est pas cohérent. On a autre chose à faire que de passer un quart d'heure ou 20 minutes à faire des copier-coller pour avoir un compte rendu. Ça explique d'ailleurs la raison pour laquelle c'est compliqué aujourd'hui de faire ça. Il y a quand même un exemple. C'est que les Allemands, par exemple, ont l'obligation de faire un compte-rendu normalisé, standardisé, et c'est ici un travail qui a été fait par la société Interacoustique, et qui récupère toutes les données directement sur les différents logiciels métiers, notamment sur le logiciel IMSA, NOAA, sur lequel on fait le réglage, et qui permet d'avoir un compte-rendu qui est adressé aux médecins prescripteurs avec l'ensemble des choses qui sont requises. Et je pense que c'est cette voie-là vers laquelle il faut aller pour essayer d'améliorer la relation, le transfert d'informations de l'audioprothésiste vers le médecin prescripteur au moment de l'appareillage auditif, dans les premiers contrôles immédiats de l'efficacité et au décours du suivi en complétant ce compte-rendu par les épreuves qui sont faites au fil et à mesure de l'adaptation de l'appareillage. Et puis pour terminer, parce que ça c'est quelque chose de très standard, de faire un compte-rendu, d'envoyer un compte-rendu, je pense, et je voudrais terminer là-dessus, le plus important, je pense, c'est les échanges constants entre l'audioprothésiste qui appareille un patient et le médecin prescripteur qui le suit avec une cadence de suivi qui est fixée par le médecin prescripteur, qui va revoir son patient, et ce sera très variable selon les situations, l'âge du patient, la situation audiologique du patient. Mais je pense que c'est important pour nous, c'est notre responsabilité d'audioprothésiste, de tenir informé le médecin prescripteur et les autres intervenants, les autres médecins, l'orthophoniste, le médecin gériatre, le psychologue, enfin, les autres intervenants dans le cas de la prise en charge du patient, et le tenir au courant de la situation. C'est une situation qui est favorable, on va tenir au courant le médecin, c'est informatif. Il faut une veille permanente, je pense que c'est important, c'est de transférer pas seulement un compte-rendu standard, mais des éléments pertinents, individualisés sur la situation des patients, et surtout d'avoir des alertes et des réactions. Et on le voit, on a des surdités pour lesquelles on a des résultats attendus, on a des situations parfois où on est confronté à des résultats limités, qu'on peut expliquer au regard de la surdité, parfois qu'on n'explique pas, on est confronté. Je pense qu'il faut avoir dans toutes ces situations-là une réaction immédiate d'information et de réadressage du patient vers le médecin prescripteur, et ça s'inscrit dans une démarche qui doit tout le temps être, et quels que soient les patients qu'on prend en charge aujourd'hui, dans une démarche interdisciplinaire. Voilà, je vous remercie de votre attention.